Derrière les statistiques officielles et les discours politiques volontaristes rassurants, il y a un malaise de plus en plus tangible face à la modernité. Et donc, la tentation de revenir à un ordre social plus traditionnel, et c'est l'une des lignes de front principales de la guerre culturelle qui sévit dans les pays développés occidentaux. Aux États-Unis, notamment, ça prend la forme de débats entre des chrétiens et ce qui s'appelle donc des humanistes séculiers. Et en un sens, c'est vraiment très proche des débats qu'on a en France entre la droite et la gauche. Donc moi, je ne suis pas théiste, je ne considère pas qu'il y a une vérité révélée et un Dieu personnel, un Dieu en tant que personne qui intervient dans les affaires humaines sous la forme de miracles. Je suis naturaliste, donc je crois aux lois de la nature. Cependant, je trouve que les critiques adressées à l'humanisme ne sont pas pour autant dépourvues d'intérêt. Et j'en partage certaines. Donc mon objectif dans cette vidéo est très simple en fait. Je voudrais développer une critique spécifique de l'humanisme, il y en a plusieurs possibles, mais c'est peut-on détourner l'humanisme à son profit? Peut-on tricher avec l'humanisme, si vous voulez? Et si oui, comment? Donc je me suis fondé sur ce que j'ai écouté des humanistes, et ensuite j'en ai débattu avec Grok pour m'assurer que je ne faisais pas de contresens. Et la réponse, vous vous en doutez, est oui. Grok lui-même a admis que oui, on peut pirater l'humanisme. Donc je me propose de vous en faire la démonstration, et vous jugerez sur pièce. Je précise ce que j'entends par humanisme, et ce que les humanistes eux-mêmes déclarent. Donc l'humanisme met l'humain comme mesure de toute chose, c'est une morale utilitariste dont l'objectif est de réduire les souffrances ou de maximiser le bonheur. Et comment on s'y prend? Eh bien, on ne fait pas ça avec la foi ou des commandements divins ou des textes sacrés, on fait ça grâce à la raison et à la science. Voilà le principe de l'humanisme. C'est ce qui est en vigueur en France, et même dans les pays développés. Même s'ils sont parfois à majorité chrétienne, ou s'ils étaient à majorité chrétienne, il n'empêche que les institutions actuellement sont humanistes. Donc comment je vais m'y prendre pour faire mon affaire? Vous allez rapidement comprendre où je veux en venir, mais je démarre en posant la question, du coup, si l'objectif c'est de diminuer la souffrance, comment on détermine la souffrance, ou le tort causé? Donc, parce que ce que je soupçonne, c'est que ce soit subjectif. Et donc, en fait, les gens peuvent inventer des souffrances. Et c'est comme ça qu'on peut détourner les principes humanistes. Donc, est-ce que la science est immunisée contre le détournement par les gens? En gros, oulala, je souffre beaucoup, j'ai besoin que la société compense. J'ai besoin qu'on crée des lois ou qu'on me donne des aides. Ça a l'air un peu caricatural comme ça, mais en fait, je pense que c'est pas beaucoup plus compliqué dans le subconscient des gens. Je dis pas tout le monde, mais je pars du principe que peut-être des gens vont vouloir détourner l'humanisme. Donc la question c'est est-ce que c'est possible? Après on verra dans un deuxième temps est-ce que c'est le cas. D'abord, est-ce que c'est possible? Donc, l'humanisme se base, sur l'expérience subjective des gens, de la souffrance, mais aussi sur des données scientifiques médicales. Donc là, c'est les réponses de Grok, on va pas tout lire à chaque fois. Donc la question que je pose, c'est est-ce que c'est purement déclaratif? Donc il me dit non, parce que la souffrance a des marqueurs biologiques et physiologiques mesurables. Donc ça, c'est intéressant. Mais en fait, ces marqueurs biologiques mesurables, c'est quoi? C'est l'élévation du cortisol, c'est l'augmentation du rythme cardiaque, c'est les marqueurs inflammatoires, c'est des choses comme ça. Le problème... J'ai écrit un bouquin sur la santé, donc du coup, je me fais pas avoir par ce genre d'argument. Alors, il n'y a pas que ça, je précise aussi en passant, il y a les conséquences comportementales et sociales objectives, donc les fameuses inégalités dont on a déjà parlé sur la chaîne. Mais là, c'était central dans l'argumentation. Le problème, c'est qu'on a exactement les mêmes marqueurs biologiques si on va faire du sport. Or, le sport, c'est pas considéré comme une souffrance ou comme causer du tort. Donc, on en revient au point de départ. Oui, ça peut aider, notamment sur ce qui s'appelle des adultes non compétents. Donc pour déterminer la souffrance d'un enfant qui ne va pas savoir forcément l'exprimer, eh bien, là, on fait appel à ces marqueurs-là. Pour peut-être des handicapés, ou enfin bref, il y a différentes situations où on va utiliser ça. Mais sinon, pour un adulte compétent, c'est-à-dire qui comprend de quoi on lui cause, qui sait apprécier une situation, raisonner et exprimer un choix, eh bien, en fait, c'est le subjectif. C'est déclaratif, les gens disent « j'ai souffert ». Donc pour les gens qui fonctionnent à peu près normalement dans la société, c'est comme ça que ça se passe. C'est essentiellement du déclaratif. Donc ma question est légitime. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent tricher par rapport à leur déclaration? Évidemment que oui. Mais s'ils sont noyés dans la masse, vous allez me dire, bon, ça va pas changer grand-chose. Donc la question c'est, est-ce que des gens pourraient
Alors, j'ai mis se mettre d'accord. En vrai, c'est plus subtil que ça, parce que je vais parler de culture. Et les cultures, c'est pas un accord explicite, c'est un accord implicite. Donc, ici plusieurs, donc, se mettre d'accord pour tricher. Est-ce que l'humanisme est immunisé contre ça ou pas? Donc là, un humaniste, en tout cas Grocke qui jouait le rôle d'un humaniste, me dirait, bah oui, en fait, la science peut détecter ces manipulations, notamment en regardant les marqueurs biologiques, mais l'avantage aussi, c'est que l'humanisme peut se corriger, alors que les systèmes basés sur la foi ne peuvent pas se corriger. Et c'est un argument qui est tout à fait valable. Sauf que l'idée de se corriger grâce à la science, ça, c'est quand on est un petit peu naïf sur le fonctionnement de la science. En vrai, on sait que dans la science, il y a un problème de réplicabilité. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire que les études, il y a plein d'études bidons en science. Et particulièrement en sociologie et en psychologie, qui sont centraux dans tous ces problèmes de mesurer la souffrance. Et pourquoi c'est comme ça? Ben parce qu'en fait, l'esprit influence le corps. C'est l'effet placebo ou l'effet nocebo. C'est la même chose. Dans les deux cas, pardon, c'est l'esprit qui influence le corps. Donc la manière dont on perçoit une situation peut déclencher des réactions physiologiques de stress. Donc c'est très difficile, en vrai, de dire cette personne souffre objectivement. Et comme en plus il y a une couche culturelle qui se rajoute par-dessus, qui fait qu'une même situation peut être interprétée comme étant une souffrance et donc déclencher des réactions physiologiques, bah, la science, elle peut pas dire grand-chose en fait là-dessus. Donc Grocke me dit, oui, mais bon, la crise de réplicabilité n'invalide pas la science, elle l'invalide. Bon, ça, c'est un peu une pétition de principe, hein, parce que dans la pratique, c'est pas si simple. Mais bon, ok, soit. Les influences culturelles et l'intersubjectivité, c'est synonyme, hein, sont étudiées, pas ignorées, la méthode scientifique n'est pas aveugle aux effets de groupe. Ok, très bien, pourquoi pas. Donc on prend un cas. On va prendre un cas précis pour voir est-ce que c'est vrai. Et je prends l'exemple, celui qui a déclenché toute la crise autour de Jordan Peterson, c'est les pronoms woke. Donc pour ceux qui ne savent pas, un woke qui est dans la culture gender fluide, donc un matin il est garçon, l'après-midi il est fille, et puis le soir il est non-binaire, et du coup il faut adapter le pronom qu'on utilise en fonction de son désir du moment, et on peut pas forcément le savoir, c'est à lui de nous le dire. Donc ça veut dire que le matin il faudra dire il, et puis ensuite elle, et puis peut-être après ça. Ou d'autres. Bon, je connais pas bien cette culture, mais c'est l'idée, grosso modo. Mais en face, on peut dire, bah ouais, mais moi, tu empiètes sur mes libertés individuelles. Si j'ai envie de considérer que tu es mâle et pas et que je m'en fiche de ta théorie du genre, pour moi, t'es un garçon, point, c'est tout. Je t'appelle lui, pardon, et pas elle. Alors, il y a deux souffrances entre guillemets qui sont en concurrence. Donc là, on est typiquement dans le cas où la science elle peut venir trancher la situation. Et qu'est-ce que ça montre? Que dit la science? Donc, les études, méta-analyse en psychologie, rapport OMS, enquête épidémiologique, montrent des taux élevés de détresse mentale, dépression, anxiété, suicidalité, liés au rejet social, au misgendering, donc le mégenrage en français, répété, et à la dysphorie de genre. Voilà, c'est corroboré par plusieurs marqueurs biologiques et statistiques. Ok, ouais. Quand on lit ça, on se dit, oulala, ça y est, la science a tranché, attention, on n'a plus rien à dire. Pour les personnes qui refusent d'utiliser certains pronoms, la souffrance est souvent un inconfort moral ou idéologique, pas une détresse clinique comparable. Oui, ok. Alors ça, effectivement, quand on lit ça, on se dit, bah ça y est, c'est plié. Ouais, mais non, en fait, c'est plus compliqué que ça. Parce que rien... Ça, ce sont des études de corrélation, en réalité. Peut-être que les gens qui ne sont pas bien, déjà, à la base, adoptent cette idéologie, et au final, c'est pas parce que ils sont rejetés socialement, et peut-être même que ce rejet social, ils le provoquent eux-mêmes, qu'ils sont mal, mais c'est parce qu'ils sont mal qu'ils sont rejetés socialement. Donc en fait, ça ne nous dit rien sur la causalité là-dedans, ces histoires d'études scientifiques. C'est extrêmement difficile de déterminer la causalité dans des situations pareilles. Surtout qu'en plus, c'est multifactoriel. Il peut y avoir des tonnes de choses qui jouent. Donc en fait, peut-être que c'est un problème hormonal à la base. Et c'est pas moi qui invente, c'est ce que disent certains pédopsychiatres, etc. Il y a aussi des études qui disent ça. Mais ça, c'est le premier argument, déjà, que la science a beaucoup de mal à trancher ces choses-là. Hein. Même si certains diront que non, dans la pratique, si on va aller regarder les études en détail, si, c'est le cas. C'est difficile à démêler. Mais le deuxième problème, le deuxième effet qui se coule là-dedans, c'est que en plus, puisque il suffit de souffrir suffisamment pour que les lois soient changées en notre faveur. Bon,
Ben, vous comprenez bien que ça induit, pas pour tout le monde, mais ça induit pour une partie de la population une compétition victimaire, c'est évident. La question que je pose, hein, je rappelle au départ, c'est l'humanisme peut-il être, peut-on tricher avec l'humanisme? Je pars pas du principe que tout le monde est de bonne foi. Donc, bah oui, oui, c'est le cas. Surtout que le wokisme, en l'occurrence, théorise les inégalités, les souffrances, les injustices sociales et tout ça. Donc il vous dit, ah oui, si tu rates dans la vie, c'est pas parce que t'es nul et que tu fous rien et que tu ne sais même pas, c'est la faute de la société. Ah bah c'est du pain béni. Et donc en plus, on va te dédommager, on va te créer des lois pour toi. Donc attention, il faut pas tout mettre dans le même sac. Il y a des souffrances, je sais pas, quand vous êtes objectivement handicapé, mais voilà, vous y pouvez rien. Donc là, c'est pas de ça que je parle, vous avez compris. Je parle pas des tétraplégiques. Je parle du filtre culturel qu'on rajoute sur la souffrance, qui peut en créer certaines et qui peut inciter certains à cultiver la souffrance ou à demander à ce que le seuil de souffrance acceptable soit abaissé. Et là, en l'occurrence, je fais référence au fameux concept des micro-agressions. Donc des gens se sentent en souffrance parce que il y a des micro-agressions autour d'eux. Eh ben, oui, mais alors les micro-agressions, là, c'est totalement subjectif. Et on peut en inventer autant qu'on veut. Et il m'a pas regardé correctement, ou il m'a pas répondu correctement, ou il m'a mégenré. Donc si vous avez une culture dysfonctionnelle, l'humanisme qui vise à diminuer les souffrances de tout le monde, et comme la souffrance est subjective, oui, la réponse est clairement oui, l'humanisme n'est pas humanisé. Et il est pas humanisé en plus à la compétition victimaire. Donc en plus, comment on va savoir si une société elle est pas en train de s'enfoncer dans un cercle vicieux de ce type-là? Bon, là, il faudrait mettre en place des nouvelles études macro pour voir un peu la société, dans quelle direction elle évolue. Est-ce qu'il y a de plus en plus de polarisation politique? Est-ce qu'il y a de plus en plus de souffrances déclarées? Est-ce que la société s'affaiblit par rapport à d'autres sociétés extérieures, etc., etc. Bon, oui, ça existe, ce genre d'études, mais en fait, tout va dépendre des critères qu'on va mesurer, tout va dépendre de comment les études sont faites, il va y avoir plein de biais possibles là-dedans, donc il n'y a plus rien d'objectif. Et en fait, on est dans une surenchère permanente. Tout ça pour, à la base, régler un problème qui devrait, en principe, être insignifiant, quoi. Régler la question des pronoms, je veux dire, c'est pas du même ordre que régler, je sais pas, moi, il y a eu 10 années de sécheresse et on n'a plus rien à bouffer, quoi. Enfin, j'espère que j'espère que vous comprenez qu'il y a problème et problème. Et donc ça, ce système-là, humaniste, en fait, où il faut mettre des moyens absolument démesurés pour régler des questions qui sont un peu de l'ordre de l'évidence pour la majorité des gens, eh bien, ça montre que et là j'insiste bien, dans une société multiculturelle, ça demande des efforts exponentiels pour régler des problèmes de plus en plus insignifiants. Donc c'est pour ça que je dis, non pas que l'humanisme est bien ou mal, mais que l'humanisme est inadapté aux sociétés multiculturelles que lui-même, en fait, favorise. C'est là aussi où est le paradoxe. Parce qu'à la base, et là c'est important d'avoir quelques notions historiques, mais l'humanisme tel qu'il a été pensé au départ, il y a l'État et il y a les individus. Donc en fait, l'humanisme fonctionne pour des cultures individualistes. À partir du moment où vous introduisez d'autres cultures qui sont pas individualistes, donc religieuses, tribales, appelez-les comme vous voulez, ça fonctionne plus. Et d'ailleurs, c'est même pas une découverte. Rousseau l'explique dans son contrat social. Il dit lui-même qu'il faut une certaine homogénéité. Donc voilà, pour moi, l'humanisme, dans la société telle qu'elle est aujourd'hui, devient trop coûteux. Beaucoup trop coûteux. Et ça ne va pas s'améliorer. Ça ne veut pas dire que, attention, je répète, l'humanisme en soi n'est pas mauvais. Il était adapté à l'époque où il a été inventé, donc au Moyen-Âge. Donc pourquoi? Parce que d'une part, il était une réponse aux guerres religieuses entre catholiques et protestants, donc la guerre de 30 ans, et d'autre part, l'humanisme permet aux chrétiens de vivre dans une société humaniste, mais l'inverse est beaucoup moins vrai, c'est-à-dire dans une société théocratique. L'exemple historique montre que, et s'il y a bien eu une guerre entre les catholiques et protestants, c'est bien parce que il y a des tendances hégémoniques au sein des religions révélées en tout cas. Donc l'inverse n'est pas vrai.
Les humanistes ne seraient pas super à l'aise dans une société chrétienne. Donc, quand je dis chrétienne, je dis avec des institutions chrétiennes. Je ne parle pas de majorité chrétienne. Parce qu'on peut très bien avoir des pays avec des institutions humanistes et une majorité chrétienne. C'est le cas, en fait, dans plein de pays. Et c'était le cas dans beaucoup de pays encore il n'y a pas très longtemps, les pays développés. Donc voilà, tout ça pour dire, l'humanisme ne fonctionne plus, selon moi. Donc ça mérite débat. Et toujours selon moi, la solution n'est pas de revenir en arrière, n'est pas de revenir à des institutions chrétiennes. Donc qu'est-ce que je propose? Pour faire simple, je propose de donner une existence juridique, institutionnelle aux cultures. Parce que pour moi, c'est le chaînon manquant. Entre l'État et les individus, il faut des cultures. Parce que l'État est devenu une machine technocratique qui fonctionne avec la science. Mais d'accord, pourquoi pas. Mais en tant qu'humain, ça marche pas. On a besoin de culture. On a besoin de se regrouper entre personnes qui partagent les mêmes valeurs. Et aujourd'hui, l'humanisme, c'est devenu le néolibéralisme, donc la mondialisation économique, mais il n'y a plus rien de commun, en fait, à part d'échanger des biens et des services. Et les gens, ils ont besoin de plus que ça. Et on se retrouve avec des problèmes du genre, d'une part, la natalité. Alors, c'est pas lié qu'à l'humanisme, je vais pas développer ce point-là, mais d'autre part, qu'est-ce qui se passe si on est dans un état social qui utilise les impôts qu'on lui donne pour soutenir des politiques que l'on réprouve. Par exemple, si un chrétien est contre l'avortement, mais que ses impôts servent à financer des cliniques, enfin à financer de l'avortement pour des gens qui l'utilisent via la sécurité sociale, parce qu'on a fait passer des lois précisément pour les raisons que je viens d'évoquer. Alors c'est pas la question de l'avortement, c'est un peu moins futile que les histoires de pronoms, mais il n'empêche que, donc pourquoi demander à un chrétien de financer des opérations qui répouvrent, comme l'avortement ou les transitions de genre? Pour moi, ça n'a pas de sens. Qu'on finance tous ensemble une armée pour se défendre, pourquoi pas? Qu'il y ait des choses en commun à financer parce que tout le monde y trouve son compte, c'est d'ailleurs le principe du contrat social, pourquoi pas? Mais là, je vous ai dit, c'est plus le cas. À partir du moment où on a décidé d'aller dans des sociétés multiculturelles, eh bien, l'humanisme est dépassé. Et il y aurait plein d'autres arguments à fournir. On pourrait dire que l'humanisme aussi est dépassé parce que mettre l'humain comme mesure de toute chose, on a oublié un petit peu les écosystèmes et du coup, là on se retrouve avec quelques problèmes sur le dos aussi, comme le réchauffement climatique. Bon, bref, je vais pas partir là-dedans, mais c'est juste pour dire que ce n'est pas le seul problème. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Abonnez-vous si les sujets de la chaîne vous intéressent. Donc je suis Johan, ancien directeur technique dans le web, et féru de spiritualité, et du coup, je m'intéresse à l'évolution de la société. Je précise, s'il y a des sujets que vous avez envie que je traite ou que vous voulez partager avec l'auditoire de la chaîne, n'hésitez pas. Si vous avez des remarques constructives à faire, des critiques constructives, pour que j'améliore mon discours, s'il y a des choses qui sont pas claires, ou si je suis trop long dans mes explications parfois, j'essaie d'être synthétique, mais c'est pas facile. Donc n'hésitez pas aussi à me faire des retours. Et si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes humaniste, et que vous voulez en débattre, eh bien, on peut le faire. On peut organiser un débat sur la chaîne, ce sera avec plaisir. Alors je précise que j'ai écouté de nombreux débats, et souvent, ça mène pas à grand-chose. Il y a, je dirais, les trois quarts des débats qui servent presque à rien. C'est lié au format, d'une part, et c'est lié aussi à l'attitude des personnes, en fait. Souvent, il y a des batailles de mots, des batailles sémantiques pour dire oui, tel mot, ça veut dire ça, non, ça veut pas dire ça, et comment tu définis tel mot, etc. Et on s'en sort pas. Et puis, il y a des fois aussi, les gens refusent de répondre à certaines questions parce qu'ils savent bien que ça va les mettre en défaut, ils savent bien que l'autre essaie de les mettre en défaut, et donc ils veulent pas rentrer dans son jeu. Donc c'est pas comme ça que je conçois les débats. Et si jamais vous êtes intéressé, on se mettra d'accord sur la manière de débattre avant, évidemment. Voilà ce que je vous propose. Mais pour moi, en tout cas, on est dans un débat de société absolument essentiel qu'il va falloir mener sur comment faire évoluer nos institutions et quel genre de culture on veut partager, parce que dans un monde où les machines ont de plus en plus d'impact et de poids, c'est un monde de plus en plus déshumanisé, donc de plus en plus difficile à vivre. Et pourtant, je suis technophile, je suis pas du tout contre les technologies, mais je reconnais qu'il y a cet effet non voulu des technologies pour lequel il va falloir qu'on trouve une réponse.